Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Intervenez, vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000. Utilisez, si vous préférez, les réseaux sociaux ou l'application France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? J'aurai une réponse qui est très brève. Non, C'est impossible à expliquer. je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent. La biodiversité fond comme la neige au soleil. Et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a l'apathie de la communauté internationale, Nicolas Hulot, et puis il y a le gouvernement auquel vous appartenez. Dimanche dernier, Édouard Philippe a donné dans une grande interview au Journal du Dimanche les grandes lignes budgétaires à venir. Pas un mot sur l'écologie dans toute son interview. Est-ce que vous avez le sentiment, après une année, disons, ambivalente quant à l'urgence écologique, que la détermination est plus grande pour cet an 2 de la Macronie, où on en restera encore aux belles paroles? Il n'y a pas que les belles paroles, il y a quand même de l'action, il y a eu de l'action dans l'année, et contrairement à ce qu'on dit, la France en fait plus que beaucoup de pays, mais ne me faites pas dire qu'elle en fait assez. Elle n'en fait pas assez, l'Europe n'en fait pas assez, le monde n'en fait pas assez. Est-ce que vous avez sursauté en voyant que sur 3 pages d'interview, il n'y a pas un mot sur l'écologie d'Édouard Philippe? Je n'ai pas sursauté parce que c'est coutumier. Et que la pression du court terme sur les dirigeants, sur le Premier ministre, est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen ou de long terme. C'est la vérité. Parce que sur le bureau d'un Premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires, j'allais dire, qui légitimement relèguent toujours sur le côté les enjeux du long terme qui prennent notre société de court. Parce que c'est une telle remise en cause. Et on reste toujours avec cette illusion que l'enjeu écologique, et derrière ce mot, il porte même sa contradiction tant il paraît réducteur, c'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche pour l'aborder comme cela. Moi, je demeure dans ce gouvernement, à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mais je suis tout seul à la manœuvre. Vous êtes tout seul à la manœuvre. Oui. Vous êtes Oui, je tout suis tout seul seul à dans la ce manœuvre. gouvernement? Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Le Premier ministre, le Président de la République ont été, pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Parce que moi, mes choix, toutes les contradictions de notre société, mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles.
La vérité, elle est celle-là. Mmh. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que La tristesse. la presque. tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui, Vous l'annoncez. vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Je suis tiens sérieux je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant Non, de rentrer on dans le ce découvre, studio. on le Bien au découvre. contraire. C'est Vous la quittez le décision la plus gouvernement. douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûrie depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement, auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement parce que, à l'observation, c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes, mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue. Vous avez pris quand cette décision? Hier soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir au moment de la réunion avec les chasseurs? Disons qu'elle a mûri cet été, que j'espérais justement qu'à la rentrée, fort des longues discussions que j'ai eues avec le Premier ministre, avec le Président, il y aurait un affichage clair sur le fait que c'est l'ensemble du gouvernement, l'industrie, l'économie, le budget, le transport, c'est déjà le cas, l'agriculture et bien d'autres, qui allaient être avec moi, à mes côtés, pour porter, incarner, proposer, inventer cette société économique. Je sais que seul, je n'y arriverai pas. J'ai un peu d'influence, j'ai pas de pouvoir. Nicolas J'ai pas Hulot, les moyens. qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la réunion à l'Élysée, en présence d'Emmanuel Macron et des représentants Je des vais vous chasseurs? donner, ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie.
qui a le pouvoir, qui gouverne. C'est un petit détail. Est-ce que vous parlez de Thierry Coste, pour être très clair? Oui, je parle de Thierry Coste, à qui j'ai dit très frontalement qu'il n'avait rien à faire là, il n'était pas invité. Mais oublions ça, parce que ne pensons pas que ma décision vient simplement d'une divergence sur la réforme de la chasse. C'est une accumulation de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus. Pas en l'état, pas dans ce mode de fonctionnement. Pas tant que l'opposition ne sera pas capable de se hisser au-dessus des querelles habituelles pour se retrouver sur un sujet qui est un enjeu supérieur, qui détermine tout. Je pensais qu'à la sortie de l'été, où la Californie brûle, où la Grèce brûle, où l'Inde subit des inondations, mais après nous-mêmes, une année terrible à Saint-Martin, mais y compris en métropole. Quand je vais en Guadeloupe et que je vois une petite conséquence des changements climatiques, petite, pardon, pour les Guadeloupéens et les Martiniques, mais l'invasion des sargasses qui leur pourrit la vie au quotidien. Et petit à petit, on s'accommode de la gravité. Et on se fait complice de la tragédie qui est en cours de gestation. Je n'ai pas forcément de solution. Je n'y suis pas parvenu. J'ai obtenu un certain nombre d'avancées. Mais si vous n'avez plus la foi, et pour avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir... Ce n'est pas l'énergie qui me manque. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif. Et puis petit à petit, je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. On se fixe des objectifs, mais on n'en a pas les moyens parce qu'avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l'avance que les objectifs que l'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser. Voilà ma vérité. Je précise pour les auditeurs qui nous écoutent que Thierry Coste œuvre pour la Fédération nationale des chasseurs. Il est lobbyiste, effectivement. Nicolas Hulot, est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe de votre décision? La réponse est non. Donc là, ils vont la Ils prendre en l'apprennent ce direct. matin. Oui, je sais que ça n'est pas forcément très protocolaire. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'en auraient une fois encore dissuadé. Mais c'est une décision entre moi et moi. Et je ne veux pas me mentir. Je ne veux pas donner encore une fois ce sentiment que si je repars, c'est parce que j'y crois. Mais je me pose la question, suis-je à la hauteur? Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? J'ai l'ensemble... Vous aviez le soutien du président de la République. Oui, non, mais attendez. Je le redis ici. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Et ce n'est pas, croyez-moi, pour atténuer l'effet de la décision ce matin. Mais sur les sujets que je porte, on n'a pas la même grille de lecture. On n'a pas compris que c'est le modèle dominant qui est la cause. Est-ce qu'on le remet en cause? Est-ce que... Vous voulez dire le libéralisme, pour parler Oui, clair? oui, mais je l'avais dit dès le départ. Je me suis moi-même largement prononcé sur des traités comme le CETA. Et on va en avoir une flopée d'autres. Pourtant, il a été clair, Emmanuel Macron, dans sa campagne, que son programme serait plutôt d'inspiration libérale. Oui, vous le saviez. On peut évoluer les uns les autres, on peut se nourrir. C'était pour cette diversité. On peut, encore une fois, s'apporter. Mais attendez, moi, je ne critique personne. Je pense que j'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Sur le fait que l'Europe ne gagnera que si l'Afrique gagne. Est-ce que nous nous sommes mis en situation de passer un contrat d'avenir avec l'Afrique? La réponse est non. Où est passée la taxe sur les transactions financières, qui était le minima pour tenter de donner les moyens à l'Afrique de s'adapter, d'évoluer? Est-ce que nous ne nous voilons pas la face sur le fait qu'une partie des migrants qui viennent frapper aux portes de l'Europe, une partie, c'est pour des raisons climatiques? Mais je ne veux pas faire la liste ici. Je ne suis pas là pour faire un procès. Je dis simplement que la société, mais vous-même les journalistes, remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres. Je le dis en boucle. Le nucléaire, cette folie inutile, économiquement, techniquement, dans lequel on s'entête. Voilà. C'est autant de sujets sur lesquels je n'ai pas réussi à en convaincre. J'en prends ma part de responsabilité. Et je pense que ce que les gens attendent d'un ministre, c'est que s'il n'est pas à la hauteur, s'il n'arrive pas à ses fins,
eh bien, il doit en tirer ses leçons. Je l'ai toujours dit, je les tire ce matin. Et donc, ça n'avancera que de l'extérieur, à vous entendre. En tout cas, en France, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que politiquement, c'est impossible d'agir à l'intérieur de cette équipe-là. Pour ce qui concerne la responsabilité française, et j'insiste bien, j'invite parfois les observateurs qui critiquent, et notamment les écologistes patentés, à comparer aussi avec les autres pays. La France est plutôt leader dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une raison pour nous en accommoder. Nous n'y arriverons que si un gouvernement, dans son ensemble, a la même impulsion, la même ambition, la même feuille de route, la même vision. Moi, je ne peux pas passer mon temps dans des querelles avec Stéphane Travert. Ce n'est pas l'idée que je m'étais fait. Je suis rentré dans un esprit de coopération, pas de confrontation. Voilà. Je ne dis pas, encore une fois, que rien n'a été fait, la loi sur le hydrocarbures. Contrairement à ce que dit Yannick Jadot sur le glyphosate, la France a été en pointe et elle a montré le chemin. On a fait quand même énormément de choses. Justement, est-ce que ce n'est pas le moment de dire, puisque vous partez, puisque vous avez pris cette décision-là, rappelez-nous quels sont les acquis, quels sont les petits pas que vous avez réussi en un an à faire avec ce gouvernement, même si vous étiez seul, comme vous le dites. On a changé de tropisme sur les pesticides. On est rentré dans une dynamique qui va nous permettre, je pense, un par un, de se séparer d'un certain nombre de molécules. On a programmé la sortie des hydrocarbures. C'est quand même des choses qui sont essentielles et importantes. J'espérais qu'on allait mettre le climat et la biodiversité dans l'article 1 de la Constitution. Mais même là, nos sénateurs ou l'opposition, sur un truc qui n'est pas quand même une révolution culturelle, simplement par posture politicienne, étaient prêts à s'y opposer. Tant que nous serons dans ces affrontements perpétuels, alors que l'humanité a emprunté un chemin tragique, voilà, un homme, une femme, je l'ai toujours dit, quel qu'il soit, je pense qu'au moins on peut m'accorder des convictions. Quelles que soient ses convictions, s'il est isolé dans un gouvernement, s'il est isolé dans la société, parce que regardez, tout l'été, les résistances anti-éoliennes. Alors, ok, on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas de centrales nucléaires, on ne veut pas de centrales thermiques. Comment on fait si on additionne tous les refus? Et puis, ceux qui critiquent, à tort ou à raison, qu'est-ce qu'ils proposent? Qui vient enrichir le débat écologique? Qui vient apporter ses pièces pour construire la société de demain, le modèle de demain? Voilà. Ça a été une souffrance ces 12 derniers mois, Nicolas Hulot, pour vous, au gouvernement? Puisque je suis dans un moment de vérité, oui, sauf à basculer ce que peut-être j'allais devenir cynique. C'est-à-dire que pour finir, à avoir une forme d'indifférence sur les échecs. Vous les avez eus à un moment? Vous avez non, senti mais je me suis surpris parfois cynisme par lassitude à baisser les bras. Et à un moment ou à un autre, à baisser mon seuil d'exigence. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter. Est-ce que vous aviez les épaules pour être ministre? Peut-être pas. La question vaut d'être posée, peut-être pas. Est-ce que vous regrettez d'avoir accepté la proposition d'Emmanuel Macron? Pas une seconde. Pas une seconde. Et je souhaite, et je le dis très sincèrement, à ce gouvernement, indépendamment de ce sujet, et dont j'espère qu'il en tirera les leçons, le plus grand succès parce qu'il le mérite. Il y a des hommes et des femmes exceptionnels dans ce gouvernement. Cette diversité, elle est essentielle. Et cette diversité qui est tellement importante dans la société, s'enrichir de nos différences plutôt que de les confronter en permanence. Mais ça n'a pas forcément totalement opéré. Comment décririez-vous l'armature idéologique du gouvernement, celle contre laquelle vous avez échoué? Vous nous l'avez dit très sincèrement. C'est quoi? C'est du libéralisme, a proposé Léa Salamé? Productivisme, nucléarisme, c'est quoi? C'est difficile. D'abord, je ne voudrais pas, dans un moment dans lequel je mets en difficulté le gouvernement, alors que ce n'est pas du tout mon souhait. Au contraire. C'est pour qu'on essaye de comprendre la nature de l'impasse. Il y a une diversité, des parcours de vie différents, des personnalités passionnantes. Mais les grandes tendances demeurent. C'est-à-dire? La remise en cause d'un modèle agricole dominant n'est pas là. On recherche une croissance à tout crin, sans regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème. Vous savez, ça se joue
Comment vous expliquer? Quand on se réjouit, ça va vous paraître anecdotique, mais de voir sortir de Saint-Nazaire un porte-container qui va porter 50 000 containers, superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète? La réponse est non. Et c'est sur toutes ces incohérences, ces contradictions. Voilà. Et puis, dans cette équation impossible des critères maastrichtiens sur un plan budgétaire, est-ce qu'on essaye un peu d'être disruptif pour d'investir dans la transition écologique? Les investissements qui permettent de réduire notre dépendance énergétique, qui ne sont pas des dépenses mais des investissements, est-ce qu'on s'est autorisé à essayer de sortir un petit peu de l'orthodoxie économique et financière? Est-ce que la finance de spéculation qui spécule sur des biens communs, on l'a véritablement remis en cause? Je peux faire une liste, mais on va me dire, mais en un an, on ne peut pas tout faire, certainement. Sauf qu'il y a une telle urgence. Et c'est un vice de forme que vous décrivez là. On me dit, mais prends ton temps, sois patient. Mais ça fait 30 ans qu'on est patient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper. Donc je veux bien, on me dit, fixe-toi 2-3 priorités. Mais toutes les prioritaires, les sujets de santé, environnement, qui viennent nous exploser à la figure, dont on va se rendre compte qu'ils ont des conséquences probablement... Mais l'économie, Nicolas Hulot, est aussi prioritaire. Le Oui. fait de faire baisser le chômage, le fait que... Je ne dis pas le contraire, et je comprends très si bien... Si vous voulez, c'est quand on accepte d'être ministre, on sait bien qu'il y a des arbitrages à faire, oui. Et que d'un côté, il y a une urgence économique et une urgence écologique, et que parfois les contradictoires... Mais on peut essayer de choisir dans l'économie ce qui participe à la solution. Il y a aussi des grandes opportunités dans la transition écologique, énergétique. Vous avez même dans le modèle agricole la possibilité de passer dans un modèle agricole qui soit intensif en emploi et non pas intensif en pesticides. Un plan de souveraineté alimentaire en protéines végétales, est-ce qu'il a été sérieusement envisagé? Une agriculture qui se passe des pesticides, c'est tout bon pour les agriculteurs, même sur le plan économique. Les externalités négatives du modèle agricole aujourd'hui, mais regardez-les si on a une vision macro, croyez-moi, il vaut mieux mettre l'argent en amont que le mettre en aval. C'est cette vision d'ensemble. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Moi, j'espérais à un moment ou à un autre que dans ce gouvernement, chacun y apporte sa contribution. Et de donner le sentiment que je peux être sur tous les fronts, résister à toutes les oppositions, à la croisée de toutes les lobbies, parce que les lobbies sont là, voilà. Eh bien, je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un ferait mieux que moi? Peut-être, j'en sais rien, l'avenir le dira. Mais j'espère qu'on m'accordera que ce moment douloureux, de tristesse, mais pris d'une manière excessivement sereine. Je l'ai pris au sortir de 15 jours de repos. Donc il est sous le coup d'aucune colère. C'est un acte de sincérité avec moi-même. Il est 8h43 et vous écoutez France Inter. Nicolas Hulot est notre invité. Nicolas Hulot qui, il y a quelques minutes, nous a annoncé qu'il quittait donc le gouvernement. On est en ligne avec Marie qui souhaitait dialoguer avec vous au 01 45 24 7000. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour. Donc moi j'ai appelé, j'étais très optimiste quand j'ai vu Monsieur Nicolas Hulot arriver au gouvernement parce que j'espérais que le changement de paradigme allait pouvoir être amorcé. Je pense pas qu'il a mal expliqué. Je pense que les gens au quotidien, et pour le voir avec mon métier de médecin, les gens sont au quotidien dans une urgence de survie avec des inégalités sociales importantes et qui se creusent. Et je pense pas qu'ils puissent du coup avoir du temps et de la possibilité, la disponibilité de s'intéresser, de pouvoir se tourner vers des objectifs aussi larges. Ils ne sont pas impulsés par le gouvernement non plus, la lutte contre les inégalités sociales. En économie de la santé, parce que je suis aussi économiste de la santé, on parle de la préférence pour le présent des individus. C'est exactement ça, je pense, qui s'applique. Et ce, d'autant plus quand la société est humiliante et sociétalement parlant, quand la société humilie les gens au quotidien et que les gens sont en mode survie. Je pense que notre société est tournée vers ça et le changement de paradigme n'est malheureusement pas pour demain. Et au quotidien, on lutte avec des adolescents qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils lisent un livre. C'est très très vaste comme problème. Merci beaucoup Marie pour cette intervention. 8h45, Nicolas Hulot restait avec nous dans le studio de France Inter. Nous ont rejoint Léa Salamé et moi, Thomas Legrand, éditorialiste politique, Yael Gauz,
Darboz, chef du service politique de France Inter, pour continuer à dialoguer avec vous. Yael, Thomas. Moi, je voulais demander à Nicolas Hulot s'il compte se tourner maintenant vers d'autres forces politiques. On a vu ces derniers jours, par exemple, Jean-Luc Mélenchon faire un dégagement très important dans son dernier discours sur l'écologie, qui est devenue la matrice de sa pensée. Est-ce que vous allez continuer la politique ? D'abord, je ne ferai rien de plus que ce que je viens de faire à l'instant qui puisse, en quoi que ce soit, nuire au gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc je vais m'astreindre d'une grande discipline, si je peux enrichir le débat, sous quelle forme, je n'en sais rien, ma décision est très récente. Mais je trouve que j'ai conscience de la difficulté dans laquelle je mets le gouvernement. Vous cassez toute l'architecture du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous êtes ministre d'État, c'est-à-dire, je rappelle qu'un ministre d'État, c'est un ministre en charge, enfin qui peut s'exprimer sur Ne doutez sur pas toutes que tout ce que vous me dites, je l'ai ressassé depuis des semaines. Mais cet été encore, à la fin de l'été, vous aviez envie de rester. Non, j'ai eu de longues discussions la semaine dernière avec le président, le Premier ministre, très franches, très amicales. J'avais un certain nombre de points pour moi qui étaient importants pour repartir sur des bonnes bases. Et la situation n'était pas claire pour moi. Je ne voulais pas repartir dans le flou parce que je ne veux pas prêter au quotidien à des commentaires, à des couacs, à des oppositions. Vous en aviez assez qu'on parle des états d'âme de Nicolas Hulot. C'était pas des états d'âme, vous savez. C'était devenu la caricature. Non, mais bon, et je comprends puisque je suis quelqu'un qui ne dissimule pas forcément. Mais soit, encore une fois, on traite ces sujets avec une forme de distance. Mais j'ai une telle conscience aiguë de la gravité de la situation. Mais quand je vois, franchement, j'ai regardé ce qui se passait cet été. On a perdu la main. Et on a basculé dans les conséquences des changements climatiques. Ça, c'est la partie d'ailleurs la plus visible, parce qu'il y a une partie beaucoup plus invisible. Sur la biodiversité, quand je vois que je n'ai pas un député, un sénateur pour me défendre, pour protéger le loup, pour introduire les ours. Anecdotique, vous allez me dire, par rapport au reste. Mais c'est sur tous les sujets. Tous les sujets, j'avance tout seul. Alors quand je dis tout seul, c'est faire injure à tous les militants, toutes les associations qui se battent au quotidien sur le terrain et depuis des lustres. Mais moi qui suis censé incarner la mise en œuvre politique de cette situation, je ne veux pas donner l'illusion qu'on est à la hauteur. Il a souvent été très critique de votre action, Nicolas Hulot. Je vous propose d'écouter la réaction donc à votre décision de démissionner, de quitter le gouvernement. Réaction de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Il était chez nos confrères de LCI ce matin. On savait qu'il était isolé, mais il y avait cet espoir qu'il arrive à convaincre. Il a voulu faire ça. Bien sûr qu'il était sincère. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute sur l'intégrité de Nicolas Hulot. Mais il a voulu jouer le jeu. Il a voulu, au fond, convaincre ce gouvernement. Parce que l'urgence, elle est là. Je veux dire, la question, c'est pas d'être... Moi, je suis un acteur de la politique, je suis législateur européen. Quand au Parlement européen, on obtient l'interdiction de la pêche électrique, l'interdiction de l'huile de palme, la sortie du glyphosate, une ambition très forte sur les énergies renouvelables, on fait notre travail. Donc, il a voulu être un acteur engagé dans la politique. Mais, force est de constater qu'il fait le constat qu'il a échoué, que ce gouvernement, sur la question de l'écologie, que ce président de la République, sur la question de l'écologie, c'est des grands discours, c'est make the planet great again, mais dans le fond, c'est surtout make the lobby great again. Voilà la réaction de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, à l'annonce de votre démission. Nicolas Hulot, un mot de réaction, puis la parole à Yael Gauze. Je supplie les uns et les autres d'éviter la récupération. Posons-nous une question centrale sur notre propre responsabilité, sur nos propres contradictions. Pardon de vous le dire, mais en tant que citoyen, on peut aussi se poser la question, ça va vous paraître là aussi totalement dérisoire, mais quand je vois qu'on continue à acheter ces mégots par terre, que le petit geste élémentaire, est-ce que notre société est bien prête à des grands changements? Est-ce qu'on est prêt à remettre en cause nos modes de consommation, nos modes de production? C'est cette question qu'il faut se... Est-ce qu'on est capable politiquement, sur ces sujets-là,
encore une fois, comme je l'ai appelé, à une forme d'union nationale, parce que c'est l'avenir de nos propres gamins qui est en cause. Est-ce que vous croyez que l'Europe va pouvoir vivre en se tournant les pouces alors qu'on a infligé à l'Afrique un basculement climatique, que leurs terres deviennent totalement stériles? Mais c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Yael Gauze. Nicolas Hulot, est-ce que vous quittez la vie politique? Est-ce que vous rentrez à Saint-Lunaire? Est-ce que c'est partie remise pour des élections européennes où on sait que l'enjeu écologique est beaucoup plus fort en général dans ces élections-là? D'abord, ne me voyez aucune ambition politique. C'est terminé? C'est terminé. Les européennes, tête de liste, comme ça a été dit. Oubliez-le. Vacciné. Je viens simplement de dire que je ne ferai rien qui puisse nuire à ce gouvernement. Voilà. Oui, mais pour l'écologie. Eh ben, pour l'écologie, C'est fini. je peux influer, je peux proposer, je peux rassembler. J'espère que le geste que je viens de faire, j'espère que ce geste sera utile pour qu'on se pose des bonnes questions et que chacun se pose la question de la responsabilité. C'est un sacrifice. Hein? C'est un sacrifice pour la cause. Je ne sais pas si c'est un sacrifice. C'est un choix d'honnêteté, de cohérence et d'exigence. Voilà. Quand vous dites je chercherai à influer, comment est-ce que Je ne sais pas. Vous ne savez pas Je encore. ne sais pas. La décision est très récente. Elle a été mûrie longtemps. Je sais Vous avez une simplement que fondation? je vais m'astreindre une fois cette émission de radio ce matin à prendre de la distance et à observer un certain silence parce que j'ai conscience, Du coup de par rapport à tonnerre. des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié, que ce que je viens de leur faire n'est pas forcément un geste amical. Je voulais revenir Thomas Legrand. sur vos discussions. Vous nous avez dit que vous avez eu des discussions très franches avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. À quel moment et sur quel argument vous avez compris au cours de ces discussions que finalement votre travail d'influence n'était plus efficace et qu'il fallait mieux quitter Il y avait un paradoxe parce que jamais Emmanuel Macron et Édouard Philippe n'ont été aussi attentionnés à mon égard. Mais quand on rentre dans des choses très concrètes, sur la programmation plurielle de l'énergie, sur les réacteurs qu'il faut nommer, quand on rentre dans des choses très concrètes sur comment on finance la rénovation thermique, avec quel argent, avec quels moyens je vais pouvoir assurer la sécurité des gens sur les routes, au moment où on réduit les effectifs. Quand on rentre dans des questions très concrètes et qu'il n'y a pas les réponses qui me satisfassent, il y a un moment ou un autre, soit vous participez à une forme de mystification. Quand on parle de grands plans d'investissement et qu'on fait croire que c'est de l'argent nouveau, alors que c'est de l'argent recyclé. C'est du cynisme. C'est du cynisme. Non, c'est Et ne voyez en simplement vous que l'apport politique ou pas je veux de la cohérence. Le sujet que je porte, tous les sujets sont importants. Mais je leur ai dit, c'est un enjeu supérieur. Je l'ai toujours dit, qui conditionne tous les autres. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas, au prétexte qu'on se fixe un objectif, alors que je sais qu'on n'a pas les moyens d'y parvenir. On dit qu'on veut rénover 500 000 logements thermiques, qui est la condition pour baisser notre consommation. On a baissé de moitié les moyens pour pouvoir rénover les bâtiments thermiques. Je sais très bien, en actant ce plan, qu'on ne pourra pas réaliser les objectifs. Donc au fond, si on vous entend ce matin, au fond, vous êtes plus utile à votre combat à l'extérieur du gouvernement qu'à l'intérieur. C'est ça qu'on entend malheureusement ce matin. Léa Salamé, franchement, je ne sais pas. J'ose espérer quand même que sur l'ensemble de mon engagement, je n'ai pas été inutile. Voilà. Et j'ose espérer que le geste de ce matin n'est pas inutile non plus. Dans quel état d'esprit vous êtes Ce ce sera matin? peut-être le geste le plus utile que vous ayez fait depuis un an, Nicolas Hulot. Vous voyez, Qu'est-ce que vous sentez ce matin? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est un mélange, une profonde tristesse. C'est parce que j'aime ce gouvernement. J'ai aimé mes collègues. J'ai noué des relations personnelles avec Emmanuel Macron et on a fini par se comprendre avec Édouard Philippe. Mais ça ne suffit pas. La question n'est pas là. On est bien au-dessus de relations personnelles. Et je pense simplement, c'est que, d'abord, sur la table d'un premier président, d'un premier ministre, il y a de telles exigences sociales légitimes, de telles souffrances quotidiennes, palpables, évidemment que le court terme préempte tout. Mais je pense quand même qu'on aurait pu partager une vision. On aurait eu un jour un conseil des ministres avec un premier ministre qui dise au gouvernement « Voilà la feuille de route, voilà la vision, voilà le but ultime, voilà le chemin. Et on y va tous ensemble, ce n'est pas simplement un ministre tout seul. » Voilà. Dans mes arbitrages et mes confrontations qui n'ont échappé à personne avec le ministre de l'Agriculture, au moment où jamais les planètes n'ont été aussi alignées pour transformer profondément ce modèle agricole,
au bénéfice des consommateurs, mais surtout au bénéfice des agriculteurs, franchement, on est passé à côté. Réaction du porte-parole du gouvernement à l'annonce de votre démission sur France Inter, Nicolas Hulot, Benjamin Griveaux, chez nos confrères de BFM. Je ne comprends pas qu'il renonce alors qu'on a eu une première année avec beaucoup d'accomplissements qui sont à mettre à son crédit. Il n'a pas gagné tous ces arbitrages, mais c'est le lot des ministres que de ne pas gagner tous ces arbitrages. Il faut parfois savoir faire des accords et se dire que le petit pas qu'on a réalisé aujourd'hui permettra demain de faire un plus grand pas encore. Ouais. C'était un ministre d'État. Oui. Il avait ce rang-là, au même titre que le ministre de l'Intérieur. Ils étaient les 2 seuls ministres d'État, ce qui montrait l'importance. Il avait auprès de lui 2 secrétaires d'État pour l'épauler et pour l'accompagner dans la mission importante qu'il avait remplie. Et je rappelle que dans le budget, il y a quelques postes qui augmentent. L'éducation et l'enseignement, la sécurité et les armées et l'environnement. Voilà pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, Nicolas Hulot. Je ne veux pas polémiquer et je vous dis après, je m'effacerai. Mais j'en profite. Les petits pas. Mais vous croyez que la situation climatique s'accommode des petits pas ? Vous croyez que l'état de la planète s'accommode des petits pas ? Vous croyez que les inégalités qui s'exposent dans un monde qui aujourd'hui est connecté s'accommodent des petits pas ? Mais ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui nous dépasse. Et souvent, on me disait, « T'es content, on a fait ce que tu as demandé. » Et moi, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre. J'avais pas envie d'entendre qu'on fasse des choses pour me faire plaisir. J'avais envie d'entendre qu'on faisait des choses parce qu'on avait compris la gravité de la situation. Vous n'avez pas été assez convaincant. Non, mais je prends ma responsabilité. Monsieur Nicolas Demorand m'a demandé, ou je ne sais plus si c'était vous, est-ce que j'étais à la hauteur ? Peut-être que je n'étais pas à la hauteur. Eh bien, j'en prends acte. Christine est en ligne au standard 01 45 24 7000. Soyez la bienvenue sur France Inter, Christine. Bonjour. Bonjour. Voilà, je crois que tous les citoyens sont très touchés par cette annonce et moi j'adresse un message de soutien à toute l'action de Monsieur Hulot. Et on entend bien la loyauté qu'il apporte à ce gouvernement, mais le message que nous devons sans doute retenir à travers cette démission, c'est de nous dire que voilà, le monde a changé. On l'a tous vu cet été avec la chaleur. Personne ne peut nier maintenant que nos actions, nos engagements ont un impact fort et tout ce qui s'est passé par le passé. Alors c'est vrai que la question du social est primordiale. Qu'on mesure tout ça, mais la question qui doit être au-dessus, et le message de Monsieur Hulot, c'est celui-là, c'est de se dire il faut tous prendre sa part, et je voudrais quand même, c'est pas vraiment une question, mais apporter le soutien de beaucoup de citoyens qui certainement se retrouveront à travers ce que je dis et ce que dit Monsieur Hulot. Merci. Il faut s'engager vraiment là-dessus, et c'est pas une petite chose. Il appartient à tout le monde de faire ce qu'il peut faire. Le message est transmis en direct à Nicolas Hulot. Merci Christine pour cet appel et cette intervention. Est-ce que vous redoutez, Nicolas Hulot, ce qu'on a déjà un peu entendu dans la première réaction du porte-parole du gouvernement, le procès en idéalisme? Faire de la politique, avancer, c'est faire des compromis et c'est savoir justement trouver des terrains d'entente et pas tout ou rien. Écoutez, je suppose que cette décision sera commentée, sera interprétée. Chacun saura exactement pourquoi j'ai pris cette décision. C'est une décision que j'ai prise tout seul. Personne n'était au courant, y compris ma propre épouse. Y compris votre entourage proche ? Y compris mon entourage proche. Votre assistant n'était pas au courant ? Absolument pas. Parce qu'on va dire la vérité. Oui. On a pris un café avec vous juste avant que vous rentriez dans le studio. Ça dure 5 minutes et c'est pas du tout ce que vous nous avez dit. Pas une seconde, vous avez dit. C'est la décision. Vous étiez en colère. C'est la décision. Laissez-le parler. La plus intime, la plus difficile, la plus cruelle, mais la plus responsable que je devais prendre. Ou alors, ça veut dire que tout ce que je dis depuis des années, j'y crois pas. Voilà, sur la gravité de la situation. Et c'est vrai que le spectacle de cet été, avec cette disproportion des réactions, de l'attention, je pensais quand même que tout responsable politique, à un moment ou à un autre, allait tirer des leçons et nous appeler à la mobilisation. Mais moi, j'espère que mon acte n'est pas un acte de résignation, il est un acte de mobilisation. Et j'espère qu'il entraînera derrière un sursaut. Vous y croyez quand même à ce que vous venez de dire là ? Mais vous savez, on est dans ce paradoxe. Au moment où je parle, l'humanité a tous les outils technologiques et économiques pour faire un saut qualitatif. Elle n'a pas encore perdu la main. Mais tout se joue dans les 10 ans qui viennent. Voilà.
Et la France est seule. La France est seule, mais au niveau européen, est-ce qu'on en fait nos priorités de la reconstruction européenne? L'Europe a un rôle fondamental à jouer et l'Europe n'a jamais été autant divisée sur ce sujet-là.